Pedro Pascal, il est absolument partout, sur les réseaux sociaux, dans des edits TikTok, il est devenu le nouveau celebrity crush de beaucoup de gens, hommes comme femmes confondus, et cet été il est en tête d'affiche de 3 films qui sortent au cinéma. Depuis quelques années, on entend de plus en plus parler de Pedro Pascal comme d'une nouvelle icône masculine, une masculinité qui n'est pas toxique, un homme qui ne pousse pas à la survirilité, les gros muscles et l'agressivité, quelqu'un de doux, quelqu'un de compatissant, qui défend les droits des femmes et des LGBT, qui est empathique, qui montre sa fragilité, et qui est aussi plus mûr et plus âgé que la plupart des stars qu'on voit, et qui amène donc une sorte de forme de figure paternelle, un daddy. Et derrière cette image qui a l'air un peu révolutionnaire d'homme qu'on n'a pas l'habitude de voir, très vite ça a énervé les masculinistes qui ont essayé de le faire tomber d'une manière ou d'une autre. Parce qu'un homme qui n'épouse pas les codes de la virilité, ça ne plaît pas à ceux qui vivent que pour ces codes. Mais alors, est-ce que Pedro Pascal est vraiment la révolution anti-virile qu'on croit, ou est-ce qu'il épouse pas juste les nouveaux codes de l'époque? Pedro Pascal et la virilité, on en parle aujourd'hui, bienvenue sur Théo Yapping. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Sur cette chaîne, je parle de sujets de société, sujets culturels, médiatiques. Je critique beaucoup le monde de la consommation, je parle des nouvelles tendances. Et je sors une nouvelle vidéo 2 fois par semaine, les jeudis et dimanches. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucune prochaine. On parle beaucoup de Pedro Pascal, mais pas beaucoup de ses films. Il fait partie de ce genre d'acteurs qui sont plus des icônes de pop culture que des icônes de cinéma. Et ça c'est quelque chose d'un petit peu dommage parce que on a des acteurs qui vont finalement remplir des salles, mais on ne parle jamais de leur rôle, de leur jeu, de leur qualité d'acting. On va surtout parler de leurs histoires en dehors, de leurs polémiques, de leur prise de position. Et ça c'est quelque chose qui est du pain béni pour notre époque avec les réseaux sociaux, parce que de plus en plus de soi-disant critiques cinéma sur internet sont pas des gens qui parlent de cinéma, mais plus des gens qui parlent de pop culture. On va analyser quel acteur sort avec qui, on réagit à des bandes annonces, on parle d'une polémique autour d'un film, et à la fin on parle pas vraiment du film en tant que tel. Donc Pedro Pascal, il est le client parfait pour ce genre de créateur. Et du coup quand on est sur TikTok, sur Letterboxd ou sur Insta, il rentre totalement dans les codes médiatiques actuels, parce que les gens préfèrent même plus parler de lui, de comment il est, de pourquoi il l'aime, plutôt même que de ses rôles. Donc il pourrait jouer n'importe quoi, on s'en fout, on l'aime pour qui il est. Et ça, comme je vous le disais en début de vidéo, ça a énervé les masculinistes. Récemment, il y a une grosse polémique qui est en train de sortir, enfin une grosse polémique qui est en train de mourir dans l'œuf. Plusieurs comptes masculinistes ont essayé de faire tomber Pedro Pascal parce qu'ils le trouvaient trop tactile avec les actrices avec lesquelles il travaillait et qui voulaient essayer de faire croire qu'il était problématique. Il faut savoir que Pedro Pascal, il a une forte anxiété sociale. Il a souvent répété que quand il était en public avec beaucoup de journalistes, beaucoup de public, eh bien il se sentait mal à l'aise et il avait parfois besoin d'une proximité tactile avec quelqu'un pour se sentir plus à l'aise. On l'a vu prendre une actrice par la main, être plus proche, plus tactile avec les femmes avec lesquelles il jouait, et ces femmes-là sont tout à fait consentantes, elles sont même heureuses de l'aider. Mais les masculinistes, ces hommes qui n'aiment pas les femmes, qui voient les femmes comme des proies, et qui ont vu d'un mauvais œil la révolution féministe et le MeToo, parce qu'on leur disait d'arrêter de toucher les femmes sans leur consentement, eh bien là ça leur a pas plu. Parce qu'ils ont vu Pedro Pascal toucher des femmes, et ils se sont dit pourquoi lui il a le droit et pas nous. Donc ils ont essayé de créer une polémique, de faire croire que c'était problématique et que Pedro Pascal n'était pas safe, en utilisant en plus les mots des luttes féministes, comme le mot safe, pour essayer de se faire passer pour un féministe, alors qu'en réalité derrière c'était des mecs misogynes. On a entendu un petit peu parler de cette polémique les derniers jours, mais elle est déjà en train de disparaître, mais c'est bien le symbole que Pedro Pascal choque beaucoup et gêne beaucoup les hommes qui sont dans cette image de la virilité à l'ancienne, des mecs musclés, agressifs, impassibles, qui ne montrent aucune forme de vulnérabilité et qui se séparent entre les hommes et les femmes et qui voient les femmes comme des proies, comme des conquêtes et les hommes comme des dominants surpuissants. Pedro Pascal vient un petit peu casser tout ça, casser les codes, et ça leur plaît pas du tout. On a d'ailleurs vu des gens qui étaient des fans de Johnny Depp et qui avaient défendu Johnny Depp face à Amber Heard faire partie de cette polémique, en tout cas essayer de lancer cette nouvelle polémique. Quand il y avait le procès de Johnny Depp et Amber Heard, ils se sont fait passer pour des gens qui voulaient combattre la violence conjugale en prenant la défense de Johnny Depp à tout prix au point de vouloir détruire Amber Heard. Comme si Johnny Depp était un enfant de cœur dans cette histoire, alors qu'en réalité il ne l'est pas du tout, que c'est bien plus complexe que ça, mais ils ont pris parti pour se dire « Ah ça y est, il y a un homme qui a peut-être été victime de violence, maintenant on va détester à fond les femmes. » Et c'est ça, ils détestent plus les femmes qu'ils ne combattent les violences conjugales. Et c'est pareil avec Pedro Pascal, ils ne défendent pas les femmes ou les actrices qui, selon eux, auraient été touchées sans leur consentement, ce qui n'est pas le cas. Ils essayent juste de détruire une icône masculine qui ne leur plaît pas parce qu'elle n'est pas comme eux. Et ça nous amène à un sujet intéressant. Pedro Pascal, est-ce qu'il est viril au final? C'est quoi la virilité?
C'est quoi l'archétype viril? Est-ce que Pedro Pascal est une sorte de révolution masculine totalement différente qu'on n'a jamais vue avant? Vous allez voir, c'est un peu plus complexe que ça. Et pour parler de ça, j'ai envie de parler d'un cas très intéressant. J'avais vu un article il y a des années qui parlait de ça, le cas Hugh Jackman. Récemment, il y a une vidéo de Reg le Gorilla sur les réseaux sociaux qui a abordé ça et j'étais très content qu'il en parle parce qu'il y a des années, j'étais tombé sur un article qui montrait comment Hugh Jackman était perçu, en tout cas il était montré dans les magazines, selon que le magazine soit adressé aux hommes ou adressé aux femmes. Quand il a été élu homme le plus sexy de l'année, je sais plus quand est-ce que c'était, début 2010 ou un petit peu avant, il y a des magazines pour les hommes, des magazines de muscu, de sport, qui l'ont mis en tête d'affiche. La une du magazine, t'avais Hugh Jackman torse nu, qui montrait ses muscles, il était en mode Wolverine. Il jouait tous les codes de ce qu'on appelle la virilité. L'homme dominant, puissant, avec beaucoup d'aptitudes physiques, avec des muscles saillants, torse nu, qui montre ce corps. Et ce qui est marrant à voir, c'est que de l'autre côté, dans des magazines adressés aux femmes, Hugh Jackman, homme le plus sexy de l'année, il n'était pas du tout montré torse nu avec des gros muscles, il était montré souriant, avec un petit col V, un pull fin, et une posture pas du tout virile, quelque chose de presque plus maniéré, en tout cas l'image d'un bon gendre, d'un gendre idéal. Et ce qui est assez fascinant à voir, c'est que l'image de la virilité, de l'homme le plus sexy de l'année, de l'homme le plus beau, quand on vise les femmes et quand on vise les hommes, l'image est totalement différente. Parce qu'en réalité, cette image de la virilité très puissante de l'homme très musclé, en fait, c'est fabriqué pour les hommes. C'est pour que les hommes, entre eux, essayent de poursuivre cet archétype, pour qu'ils s'y reconnaissent, qu'ils essayent d'atteindre cet archétype-là, alors qu'en réalité, les femmes s'en foutent. Et il y a des vidéos qui sont passées sur Internet, des micro-trottoirs, où on demandait à des femmes quels étaient leurs critères physiques chez un homme, et très peu parlaient des muscles. Et là, dans les commentaires, ces femmes-là se faisaient harceler. Les mecs disaient qu'elles mentaient, que toutes les femmes adorent les hommes musclés, et que jamais elles accepteraient un homme pas musclé dans sa vie, et qu'en fait c'est faux. Et en fait, tu sentais cette sorte de misère un peu incel des hommes dans les commentaires qui disaient « Moi, j'ai pas été aimé des femmes quand j'étais pas musclé, maintenant je suis en train de me muscler, donc tu vas m'aimer parce que je suis musclé maintenant. » Alors qu'en fait, c'est pas ça, une femme va aimer un homme parce que c'est quelqu'un de bien, pas parce qu'il est musclé. Mais ça, ils ont du mal à comprendre. Et cette image finalement de la virilité, de ce qu'on a comme image de la virilité actuellement, en fait, ça a été façonné pour les hommes, pour plaire aux hommes. Notamment en tant qu'image marketing. Aujourd'hui, quand on voit des créateurs masculinistes, des Alexis Chens, Andrew Tate, ils te vendent une image de ce qu'est un homme, mais en fait, ils te vendent cette image pour te vendre des formations, des coachings, des produits. Et ils parlent à des hommes qui sont frustrés, qui sont souvent très jeunes et perdus dans leur vie, qui se sentent mal aimés des femmes parce qu'ils savent pas forcément leur parler. Est-ce qu'ils se sont déjà juste intéressés aux femmes? En général même pas, et du coup ils vont aller chercher chez Alexis Chens ou Andrew Tate des conseils pour aller pécho. Et on leur dit achète mon complément alimentaire, achète mon cours de séduction, et l'image de l'homme très viril, surpuissant, au final, c'est juste une sorte d'image réconfortante pour les hommes qui ne sont pas comme ça, qui se disent que si ils sont mal aimés, c'est parce qu'ils ne sont pas ça. C'est parce qu'ils ne seraient pas assez virils. Et ils se disent qu'ils doivent changer eux-mêmes pour pouvoir être aimés. Et le cas Hugh Jackman, ça montre vraiment la différence de comment on montre un homme à un homme et comment on montre un homme à une femme. Et que ces archétypes-là sont pas les mêmes entre les deux. L'image de ce qu'est un homme bon, un homme sexy, est totalement différente, voire complètement opposée entre les deux. Et c'est là qu'on revient à l'idée de Pedro Pascal. Pedro Pascal, il ressemble plus au petit Hugh Jackman en col V que au Hugh Jackman hyper musclé façon Wolverine. Et en fait, il ressemble plus à l'archétype que les femmes trouvaient comme un homme sexy et élégant, plutôt que le go muscu que les mecs adorent. Et Pedro Pascal, finalement, il coche toutes les cases de l'époque. On a de plus en plus une mise en avant des luttes féministes, des droits LGBT, et lui-même, Pedro Pascal, il va parler de sa sœur qui est trans, prendre beaucoup sa défense. On a une mise en avant des hommes qui sont plus sensible, plus fragile, qui montre leur vulnérabilité, et c'est même vu comme quelque chose de viril de montrer sa vulnérabilité. Même dans des podcasts masculinistes, tu vas voir des hommes qui racontent leurs addictions, leurs problèmes, des pertes, des gens qu'ils ont perdus dans leur vie, et ils sont applaudis parce qu'ils en parlent. Aujourd'hui, c'est bien vu de parler de ça. C'est bien vu d'être sensible. Ce qui est une bonne chose, je trouve. Pedro Pascal parle de santé mentale, se mobilise, milite, et finalement il rentre dans les codes aujourd'hui de ce qu'on considère comme un homme bien. Il n'est pas finalement si révolutionnaire que ça. Il est dans les codes de la virilité, mais la virilité de 2025. Et quand on regarde les codes virils, les codes de ce que doit être un homme, les codes masculins, dans le cinéma notamment, quand on regarde les années 40 ou 50, c'était pas les hommes virils qui étaient les plus mis en avant. Quand t'as un Cary Grant ou un James Stewart, c'est des hommes très élégants, très fins, intelligents, drôles, qui ont même parfois des manières. Cary Grant, il a des manières presque un peu féminines parfois. Il a une manière de s'élancer, de bouger, qui est quelque chose qui n'est pas du tout un bloc masculin de muscles. Plus tard dans les années 50, des images de Marlon Brando, qui sont quand même des mecs assez musclés, des images viriles,
restent quand même des hommes très troublés, très blessés. Malgré l'image qu'ils ont d'un type musclé et viril avec le t-shirt plein de sueur, ce sont aussi des hommes très troublés. Donc la vulnérabilité a toujours fait partie de l'archétype masculin aussi. C'est peut-être seulement depuis les années 80 avec les icônes de films d'action, les Schwarzenegger, les Stallone, qu'on montrait une image de la virilité où c'était too much. Des héros avec énormément de muscles, des corps surpuissants, dominants, une image de l'homme qui ne sourit jamais, qui ne pleure jamais. Sauf que cet archétype aujourd'hui il est en train de s'effriter. Il n'y a que les masculinistes qui essayent de le défendre, mais aujourd'hui l'archétype viril, c'est des hommes plus sensibles, c'est des Timothée Chalamet, des Tom Holland, des Pedro Pascal. Même les mascus entre eux ne cherchent plus forcément à ressembler aux gros gomuscus, aux quarterbacks du lycée. Ils veulent ressembler à ce qu'ils appellent les Sigma, les Patrick Bateman de American Psycho, les mecs un peu mystérieux et sombres qui renferment en eux une violence étreinte, qu'ils contiennent, ce qui est encore plus un truc complètement ridicule, hein, les Sigma. Hein. Mais ça montre que même les masculinistes toxiques cherchent plus à ressembler aux anciennes icônes viriles. Au final, Pedro Pascal, il brise pas tant que ça les codes, il est juste dans les codes de notre époque. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose? Moi je pense pas forcément. On pourrait reprocher à Pedro Pascal d'être un peu dans la performance, parce qu'il a l'air tellement de jouer son rôle du daddy paternel, de la figure paternelle très safe, qu'on pourrait se dire qu'il en fait juste des tonnes. Et je comprendrais les gens qui disent ça. Mais d'un autre côté, quand on a un monde où il y a du sexisme à fond, des inégalités, où des gens parlent très fort pour dire des choses horribles, heureusement qu'on a des gens aussi présent que Pedro Pascal est aussi aimé pour faire des choses bien et pour donner une image différente de ça. Donc moi je suis content que quelqu'un comme Pedro Pascal soit important. Ce qui est dommage, c'est que finalement on parle moins de ses rôles et moins de cinéma que de lui-même et de l'image qu'il renvoie. Et ce qui me gêne un petit peu aussi, c'est que des gens comme Pedro Pascal, il y en a eu d'autres un peu juste avant lui, mais qu'ils ont un peu loupé le coche de la tendance. Quelqu'un comme Mark Ruffalo par exemple, il n'avait pas les codes de la virilité du mec très musclé façon film d'action des années 80. Même s'il joue Hulk dans les Avengers, lui-même dans la vraie vie, il n'a pas ces codes-là. Et il a toujours été très militant, très basé politiquement, à beaucoup prendre la défense des minorités, et il fait partie des acteurs les plus politisés. Sauf que Mark Ruffalo, il a une grosse notoriété, mais il n'est pas aussi aimé qu'un Pedro Pascal, parce que Pedro Pascal, il s'est mis à exister au moment où c'était devenu tendance de faire ça. Mark Ruffalo, aujourd'hui, s'il arrivait, il serait une star. Sauf qu'à une époque, dans les années 2000, les acteurs ils parlaient pas politique, les acteurs ils prenaient pas position. Quand lui il était le seul à le faire, c'était pas tendance. Donc au final, un Pedro Pascal il est pas si étonnant que ça, il est pas si nouveau que ça, mais c'est très bien d'avoir ce genre d'archétype masculin qui viennent dire que oui, un homme c'est pas juste une montagne de muscles qui voit les femmes comme des proies. Et franchement ça fait du bien de voir quelqu'un comme Pedro Pascal être aussi aimé. Un archétype safe, sain, empathique, ça fait vachement plaisir. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de toute cette polémique et ce sujet autour de Pedro Pascal. Est-ce que vous trouvez que c'est une icône masculine que vous aimez? Est-ce que vous êtes amoureux de lui ou pas? Dites-moi en commentaire. Ou est-ce que vous trouvez qu'on en fait des caisses et que finalement, il n'y a rien qui change tant que ça dans le monde? Il n'est pas l'icône qu'on croit qu'il est. Dites-moi ce que vous en pensez, ça me ferait plaisir de savoir votre avis. Et sinon, on se retrouve très vite pour de nouveaux contenus sur cette chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt.